Je vais donc passer la parole à Yannick Laverdière pour une conférence qui s'intitule « Le nominalisme et la nature du mouvement au début du 14e siècle ». Je signale bien sûr que notre panel traite des réseaux, des échanges et des circulations. Je vous engage aussi à peut-être écouter en vous rappelant les concepts qui sous-tendent, puisque les conférences qui vous sont proposées dans ce panel traitent d'endroits, de cadres spatio-temporels assez différents. Donc, s'il vous plaît, Yannick, tu peux prendre la parole. Bonjour. Ouais. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour nous transposer à l'Université de Paris au début du 14e siècle, et cela dans le but d'élucider un principe fondamental de la nature, c'est-à-dire le mouvement. Je vous encourage donc à laisser derrière vous, pour les 15 prochaines minutes, votre manière de vous imaginer le temps, l'espace et le mouvement en général. Plus spécifiquement, je suis ici aujourd'hui pour vous parler des impacts du nominalisme sur la perception du mouvement chez les penseurs du 14e siècle. Même si mon objet de recherche semble a priori être loin de la thématique du colloque, vous allez voir qu'en abordant le mouvement, on traite inévitablement de l'espace, et ça va être ma manière de m'intégrer à la thématique. Mon exposé se déclinera en 3 parties interreliées. Dans un premier temps, je vais vous présenter le problème des universaux, de ses racines jusqu'à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire le début du 14e siècle. Je pourrai ensuite vous exposer l'impact de la querelle, et notamment de la position nominaliste, sur la manière de comprendre le mouvement et l'espace, pour finalement évaluer la portée de ce changement d'approche chez les contemporains de Guillaume de Cam. Un bon point de départ pour nous initier au problème est d'abord de comprendre ce que sont les universaux. Grossièrement, les universaux sont des concepts ou des propriétés qui peuvent être appliquées à plusieurs choses singulières. Par exemple, on peut dire que Socrate est blanc ou que cette feuille est blanche, et on dit donc que la blancheur est prédiquée de chacun d'entre eux. Un des problèmes survient lorsqu'on tente de déterminer si ces deux choses ont une chose commune, un élément commun, réel au sens ontologique. En d'autres mots, on se questionne sur les mécanismes permettant aux universaux d'être dits de plusieurs choses particulières. Pour illustrer le débat, on dit habituellement qu'il y a 2 camps qui s'opposent dans la querelle. D'un côté, il y a les réalistes qui supposent que les universaux sont des entités réelles intégrées aux choses dont elles sont prédiquées. Selon ce point de vue, lorsqu'on dit que Socrate est blanc, cela signifie qu'il y a une essence de blancheur distincte de Socrate, et conséquemment, il serait possible de conserver la blancheur tout en détruisant Socrate. De l'autre côté, les nominalistes rejettent l'existence des universaux. Selon eux, les concepts sont seulement des outils du langage ou de l'esprit qui permettent de rendre intelligibles ou de communiquer nos perceptions sensorielles. Dans ce cas, lorsqu'on dit que Socrate est blanc, on suppose seulement une entité, c'est-à-dire Socrate en tant qu'individu. Au final, on retiendra que les réalistes se représentent les objets comme une composition d'essences idéales, liées les unes aux autres, alors que les nominalistes se contentent de supposer comme réelles seulement les substances singulières. Je veux d'ailleurs mentionner que la querelle n'est pas actuellement résolue. Vous êtes maintenant en droit de vous demander quel est le lien entre cette querelle métaphysique et la théorie du mouvement et de l'espace. En fait, depuis l'entrée du corpus de physique d'Aristote et des commentaires d'Averroès en Europe au début du 16e siècle, les intellectuels adhèrent en grande majorité à la pensée réaliste. Cette tendance va d'ailleurs se poursuivre jusqu'à sa remise en cause par Guillaume de Cam, d'abord dans son commentaire des sentences, mais ensuite dans la majorité de ses œuvres. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Guillaume de Cam, il faut tout simplement savoir qu'il est un philosophe et théologien qui enseigne aux universités d'Oxford et de Paris au début du 14e siècle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 camps qui s'opposent, mais ce n'est pas tout à fait exact. En fait, on ne passe pas d'un camp à l'autre, mais on se déplace plutôt sur une échelle graduée de réalisme. Même si on dit que Cam est un nominaliste, il n'est pas un nominaliste pur. Selon lui, les universaux existent dans l'esprit des individus, mais il n'y a aucun moyen de les transposer authentiquement par la parole ou l'écrit. En parallèle à son aversion pour les concepts connotatifs, Occam développe un principe de parcimonie qui est habituellement plus connu sous le nom de rasoir d'Occam. Ce rasoir est d'abord un outil de réduction du langage, mais aussi de la science. Un des principaux obstacles au bon fonctionnement de la science, selon Occam, c'est qu'il y a trop de concepts qui favorisent une compréhension équivoque des phénomènes.
Le temps est d'ailleurs un exemple particulièrement bon d'un concept qui surcharge l'étude de la nature. Globalement, Occam déplore que la logique et le langage sont encombrés de concepts qui multiplient inutilement les entités et forcent souvent les penseurs à définir des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi le rasoir cherche à éliminer les entités superflues et le principe dit donc qu'il est futile de faire avec plus ce qui peut être fait avec moins. C'est en appliquant son nominalisme et son rasoir qu'Occam va tenter d'alléger les sciences, notamment la théorie du mouvement. Entre 1319 et 1324, Occam produit 4 traités de philosophie naturelle concernant la physique d'Aristote. Il y discute par exemple des limites de la nature, des manières de la comprendre, en plus de commenter l'opinion des autres philosophes sur le sujet. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le traitement qu'il fait des concepts de mouvement et d'espace. Nous allons donc d'abord voir la définition du mouvement. Pour définir le mouvement, Occam s'interroge à savoir ce qui est nécessaire à une situation pour qu'on puisse affirmer qu'un objet bouge. En d'autres mots, lorsqu'on dit cet objet est en mouvement, quelles entités sont nécessaires pour que la proposition soit vraie. D'un point de vue réaliste, c'est évident que le mouvement est un ajout accidentel à une chose, le faisant passer du repos au mouvement. Les réalistes argumentent en quelque sorte qu'il est impossible que deux propositions contradictoires soient successivement vraies sans qu'il y ait production ou destruction d'une chose réelle. Une autre manière d'aborder le problème serait de se demander si un objet peut agir différemment sans pour autant être modifié. Pour les réalistes, c'est évident que non. Du point de vue d'Occam, par contre, la situation reste la même dans les deux cas et il n'est donc pas nécessaire de supposer la création ou la destruction d'une nouvelle entité. En fait, selon son principe de parcimonie, Occam défend qu'il y a seulement 3 situations où on peut supposer une nouvelle entité. Premièrement, si elle peut être validée par la raison. Deuxièmement, si elle peut être justifiée par l'expérience. Et finalement, si elle est explicitement démontrée par une autorité divine. Or, la raison nous dit que lorsqu'un objet est en mouvement, c'est tout simplement qu'il existe successivement dans différents espaces et de manière ininterrompue. Ensuite, l'observation ne nous donne aucune raison de penser que l'objet reçoit ou perd quelque chose lorsqu'il est en mouvement. Et finalement, aucune autorité chrétienne requiert l'existence du mouvement comme entité. Occam en conclut donc que le mouvement n'a pas besoin d'exister pour qu'un objet puisse se déplacer. Maintenant, la définition du mouvement est réduite à sa plus simple expression, mais il semble tout de même manquer quelque chose. Avec sa démonstration, Occam n'en vient pas à expliquer pourquoi ni comment le mouvement prend forme. En fait, ce qui est original dans l'approche d'Occam, c'est qu'en rejetant la réalité du mouvement, il rend possible la séparation entre la cause et l'effet. En fait, avant ce changement d'approche, il faut comprendre la cause et l'effet pour comprendre un phénomène parce qu'ils sont continuellement unis par un mouvement commun. En retirant le mouvement, on se rend compte que les deux phénomènes peuvent être distingués et ça va avoir des répercussions considérables dans la théorie du mouvement. Par exemple, on peut maintenant essayer de comprendre comment les objets bougent sans pour autant se préoccuper de pourquoi ils agissent d'une telle manière. On sait que les objets lourds tombent, on a une idée pourquoi, mais ce qui nous intéresse désormais, c'est de quelle manière ils tombent. En faisant ça, on évite de mélanger les disciplines et donc de créer des ambiguïtés inutiles. À partir de ce moment-là, on va remarquer une séparation systématique dans la pratique de la physique du mouvement de manière à ce que les questions théologiques ou métaphysiques, par exemple, ne viennent plus se confondre avec ce qu'on appelle le cours normal de la nature. Bon, si on se souvient bien, Occam disait que pour qu'il y ait un changement, tout ce qui est nécessaire, c'est un objet et un changement d'espace. Mais qu'est-ce que c'est de l'espace pour les nominalistes? Comment est-ce que ça interagit avec les objets? Encore une fois, Occam ne propose pas de solution extravagante, mais il apporte une touche d'originalité à la vision d'Aristote. En utilisant la même méthode que pour réduire le mouvement, il vient à la conclusion que l'espace n'est rien d'autre que les limites d'un objet, et par conséquent, l'espace est mobile. Je me doute que vous commencez à avoir l'impression qu'Occam, au fond, fait juste rejeter l'existence de tout ce qui n'est pas visible, mais ce n'est pas exactement son but. Malgré le fait que pour lui, l'espace n'est rien d'autre que la surface d'un corps, il est tout de même conscient qu'une personne est capable de percevoir ou à tout le moins de s'imaginer un objet occupant différents endroits. Pour comprendre le phénomène, Occam explique que toutes ces perceptions sont seulement possibles en référence à un système,
Par exemple, notre capacité à percevoir un changement d'espace est seulement possible si nous avons un système global avec lequel on peut mettre l'objet en relation. Sans trop entrer dans les détails, Occam croit que la sphère céleste serait le système de référence le plus fiable parce que les astres suivent un mouvement circulaire, constant et éternel. Et donc, tant que le centre de la Terre est à une distance égale de l'extrémité de la sphère céleste, elle demeure un point de référence tout aussi fiable. Je vous l'ai présenté ici, où on voit en bleu la Terre à l'intérieur de la sphère céleste. Pour Occam, tant que la Terre est équidistante des limites de la sphère, on peut dire qu'elle est immobile, et immobile à tout le moins par rapport au système, et elle peut donc servir de point de référence pour percevoir et exprimer les changements d'espace de d'autres objets. Et pour ce qui concerne l'étude de la nature, ce qu'il y a à l'extérieur de la sphère n'a aucune importance sur le cours normal des phénomènes naturels. On remarque ici qu'Occam ne rejette en aucun cas l'omnipotence de Dieu. Il va tout simplement dire qu'il n'est pas nécessaire de la prendre en compte lorsqu'on analyse la nature dans son déroulement normal. Bref, pour Occam, quand on utilise un système de référence pour étudier la nature, ça ne sert à rien de supposer quelconque autre entité que celle prévue par le système. Bon, vous me direz c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça change réellement dans la discipline? À première vue, honnêtement, c'est très décevant. Pratiquement l'ensemble de ces idées originales vont être rejetées ou modifiées par les penseurs qui l'entourent. Et pourtant, c'est un des indicateurs les plus prometteurs de l'influence d'Occam sur la communauté intellectuelle du mouvement. Je parle ici encore avec un peu de réserve parce que mes recherches ne sont pas totalement terminées, mais ce qu'on remarque, c'est que dans le second quart du 14e siècle, il y a un changement fondamental dans le choix des commentaires faits à la physique d'Aristote. Traditionnellement, on présente la pensée d'Occam comme très peu pertinente à l'élaboration d'une voie moderne de la physique. Elle se bâtit en quelque sorte en parallèle de ce que les penseurs de Paris et d'Oxford font, et elle n'a pas de réelle pérennité au niveau de ses théories. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les penseurs utilisent les mêmes outils qu'Occam. À Oxford, par exemple, on remarque qu'ils adhèrent beaucoup à la séparation entre la cause et l'effet, ce qui leur permet, par exemple, de développer une approche quantitative des effets sans pour autant devoir se soucier d'une cause qualitative. À Paris, c'est surtout l'idée d'un système de référence qui marque les penseurs. En fait, on a même l'impression que ça devient un réflexe. Les Parisiens héritent de la méthode d'Occam, ils utilisent le nominalisme comme si ça allait de soi. Souvent, ils ne prennent même pas la peine de le justifier, et c'est ici qu'on voit pourquoi Occam est souvent placé en retrait. C'est que lui cherche plutôt à démontrer l'efficacité de son approche, de son nominalisme et de son rasoir, tandis que Buridan et ses successeurs, par exemple, ressentent leur focus sur le mouvement en tant que phénomène. Au final, l'écart apparent entre Occam et les autres penseurs vient en grande partie du fait qu'ils ne cherchent pas à démontrer la même chose. J'ai encore quelques pistes de recherche à vérifier, mais s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'avec la relecture de la physique par Guillaume d'Occam, on commence clairement à distinguer les phénomènes des outils qui permettent de les comprendre et de les mesurer. Et c'est, selon moi, un véritable changement de paradigme dans la théorie du mouvement local au 14e siècle. Merci beaucoup.